Bienvenue dans le Nolio Podcast. Cette plateforme d'entraînement te propose aujourd'hui une immersion dans le monde fascinant des sports d'endurance avec l'interview d'un entraîneur. Nous avons cherché, pour toi public, la diversité de ce monde en pleine ébullition de recherche de la performance physique. Alors installe-toi confortablement, sors-nous ta plus belle tasse pour déguster tantôt un café, tantôt un thé, tantôt une tisane, et laisse faire ton inconscient, ton imaginaire, pioche des idées. Rassure-toi dans tes croyances, offusque-toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Alors bonjour à tous, vous êtes sur le NolioCast, le podcast de Nolio, l'épisode numéro 1. Et aujourd'hui, nous nous entretenons avec Florian Schaeffer. Florian, bonjour. 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 Alors Florian, toi tu es athlète, mais aujourd'hui c'est aussi pour la partie préparateur physique et puis tant qu'à faire mental qu'on vient interviewer sur le podcast Nolio, dans le domaine des sports d'endurance. Donc tu nous diras ça tout à l'heure, mais tu as quelques athlètes en course à pied, en trail, en eau libre, et puis bien sûr j'imagine que les disciplines enchaînées avec le triathlon, l'aquathlon, le swimrun et puis peut-être le duathlon, c'est aussi dans tes cordes. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc moi, en fait, à la base, je suis nageur, hein, donc j'ai attaqué par la natation quand j'étais gamin. Et ensuite, j'ai basculé progressivement vers les disciplines enchaînées, donc triathlon, aquathlon. Donc, j'ai fait, un peu d'eau libre, un peu, enfin, voilà quoi. Voilà, voilà. Ah, ça coupe un peu, Florian. Ouais. Tu m'entends mieux là ou pas? Ouais, là c'est bon. Ouais. Ouais. Donc tu disais ouais, que t'étais nageur et puis t'avais terminé par l'eau libre, c'est ça? C'est ça. Donc maintenant, je fais un peu d'eau libre. Enfin, je fais un peu de tout en fait. Hein. Je suis assez athlète multisport. J'aime bien toucher un peu à tout. D'accord. Donc en premier lieu, t'as été l'athlète et à quel moment tu t'es dit je vais devenir coach et surtout quelle formation t'as suivi? Puisque c'est ça souvent qui est assez important, surtout en France, voilà le diplôme. Toi tu t'es orienté Ouais. vers quoi? Alors moi, en fait, j'ai une maîtrise en préparation physique et préparation mentale que j'ai couplé derrière avec un master recherche. Donc dans le domaine de la physiologie de l'exercice. J'ai couplé ça avec un diplôme universitaire en nutrition et micronutrition. J'ai fait aussi donc un diplôme d'hypnose classique. Enfin, en gros, en fait, moi, mon idée, c'était vraiment de centraliser une triple compétence au sein d'une même structure. Donc, en fait, d'avoir des compétences dans le domaine de la prépa physique, dans le domaine de la prépa mentale et dans le domaine de la nutrition, de manière à voilà à ce que les athlètes que j'ai en suivi aient un seul interlocuteur au sein de la même structure. Donc, j'ai passé mes diplômes, j'ai bossé un petit peu en tant que maître nageur parce que j'ai aussi un brevet d'état des activités de natation. Et en fait, à l'âge de 27 ou 28 ans, j'ai décidé de créer mon entreprise et de faire ça à plein temps, quoi. Donc voilà, en fait, mon objectif, c'était vraiment de mettre à profit mon expérience dans le domaine du sport en tant qu'athlète, donc athlète multisport et de mettre à profit aussi mes compétences au niveau scientifique euh, au profit d'athlètes. Ah oui, donc trois casquettes, tu m'étonnes que tu t'es mis à faire ça à plein temps, parce que déjà, simplement quelqu'un qui est juste entre guillemets entraîneur, donc préparateur physique, en général, quand tu commences à avoir un certain nombre d'athlètes, on passe à du plein temps, puis alors toi en plus, tu leur proposes aussi le volet nutrition et prépa mentale. Et Voilà, est-ce qu'ils choisissent tous cette triade? non, pas du tout. Non, non. Après, en fait, moi, enfin, j'ai proposé ça parce que premièrement, c'était trois domaines d'activité qui m'intéressaient. Hein. Donc, je l'ai fait à la base pour moi parce qu'à la base, je suis un passionné de sciences. Donc, voilà, enfin, je l'ai fait pour moi. Après, je l'ai proposé donc au catalogue au niveau de mes prestations, mais j'ai pas tous les athlètes qui suivent, on va dire, la triple prestation parce que
au final, il y en a qui ont besoin que de un versant sur les trois. Après, c'est intéressant quand j'ai des athlètes qui sont intéressés par deux ou trois options, quoi, parce que là, vraiment, on peut aller au fond des choses. Mais c'est pas du tout la majorité des athlètes. Hmm. Ah oui, parce que on y reviendra peut-être tout à l'heure sur la façon de coacher quelqu'un ou comment tu les choisis ou comment ils te choisissent, mais j'imagine que t'en as qui sont plus voilà, dans un début de sérieux dans l'activité physique, et puis d'autres qui sont à un niveau assez avancé, quoi. Oui, c'est ça. En fait, j'ai vraiment tous les niveaux de pratique. Je peux avoir de l'athlète entre guillemets de haut niveau, hein, donc du haut niveau donc en amateur, hein, des gars qui ont fait des top 15 au championnat de France de triathlon, des mecs qui sont qualifiés pour Hawaï, des jeunes en VTT qui sont montés sur des championnats d'Europe en junior, mais j'ai aussi des sujets en fait qui m'appellent juste pour de la remise en forme. Donc en gros, il y avait des problèmes de santé, des blessures, des problèmes cardiaques, du diabète, du cholestérol, et en gros, ils m'appellent pour se remettre donc en activité et pour avoir une hygiène de vie saine. Donc on est vraiment sur deux profils et deux projets qui sont complètement différents. D'accord. Alors en commençant athlète, qui a fait qu'un jour tu t'es dit je vais devenir coach, je vais demander une rémunération pour entraîner les personnes et pour leur dire comment faire? Alors franchement, en fait, au début, vraiment, j'ai fait ça pour moi, parce que j'adore l'entraînement, j'adore m'entraîner moi, je voulais vraiment donc aller au bout au bout de mon projet personnel. En gros, mon projet personnel, c'était de faire le mieux du mieux avec les moyens du bord. Donc, en gros, voilà, j'ai tel type de profil au niveau physique, au niveau biologique, j'ai telle capacité donc au niveau psychologique. Qu'est-ce qui est, enfin, que- Où est-ce que je peux aller donc avec tout ça? En fait, peu à peu, ce qui m'a poussé à proposer mes prestations, c'est mon entourage. C'est des athlètes que je pouvais côtoyer qui me disaient, mais écoute, franchement, il y a un projet à développer. Et c'est vrai que peu à peu, j'ai essayé de développer ça, quoi. D'accord. Ah, du coup, ce que t'as vraiment aimé dans ce métier, c'est qu'en fait, toi, ça t'a apporté une compréhension, peut-être par rapport à tes premiers entraîneurs. Et puis après, l'intérêt de la transmission, j'imagine Ouais, peut-être en commençant avec un copain ou bah, les premières personnes coachées, peut-être. là, en fait, ça a commencé un peu comme ça, hein, donc avec des copains d'entraînement et tout, et ils me disaient, mais allez, tu fais là. Moi, on part sur un planning. Non, j'ai tel objectif à préparer. On essaye, on tâtonne, et en fait, très très bien marché, quoi. Donc, peu à peu, ça aboutit à la création d'une entreprise. Sans compter, le fait que voilà, que je pense que dans l'âme, je suis un entrepreneur, dans l'âme, je suis un électron libre, et en fait, c'est assez difficile pour moi de travailler en équipe, de travailler sous une forme de hiérarchie. Donc, je suis un peu, c'est un peu délicat pour moi en fait. Donc, du coup, c'est vrai que travailler tout seul et puis arriver donc à mener ma propre barque à moi, c'est clairement donc un aboutissement et un vrai confort de vie, quoi. Ah bah oui, ça, c'est sûr. Puis en plus, vu que t'as la casquette nutritionniste et préparateur mental, t'as encore moins... T'as pas d'athlètes qui peuvent venir avec leur... en te disant, ouais, bah mon nutritionniste, il arrive pas à coller les plans nutrition par rapport à tes entraînements. Du coup, t'as encore moins d'interlocuteurs. Bah ouais, j'en ai pas beaucoup et après, je peux en avoir, hein, bien, mais c'est pas vraiment donc un problème pour moi, hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment donc un confort de mener mon projet personnel sans avoir de rapport de hiérarchie, d'avoir un supérieur pour qui j'ai pas d'estime. Enfin voilà, j'ai un profil, on va dire psychologique peut-être un peu atypique. Je suis assez donc anticonformiste. J'ai du mal à travailler avec des gens pour qui j'ai pas d'estime, donc c'est pas facile de travailler en équipe. Et là, clairement, c'est très bien pour moi parce qu'au final, les gens avec qui je travaille, c'est un choix. Donc, j'ai pas de problème sur. Alors,
justement, comment tu choisis de coacher quelqu'un? Parce que peut-être que tu as des gens, tu as envie de les coacher, puis d'autres, souvent, c'est eux qui te demandent. Ouais, c'est ça. Alors, c'est plus souvent, en fait, on vient plus souvent vers moi parce que je fais pas, enfin, j'ai pas du tout un tempérament à faire du démarchage. Donc, il y a des athlètes évidemment hein, que je peux admirer. Je me dis ouais, si lui, donc il me demandait de travailler avec moi, je serais super content. Mais par contre, je fais pas le premier pas dans le sens où j'aime pas pousser donc à la consommation. Donc, c'est soit on vient vers moi et ok, on voit ce que ça donne, mais c'est pas moi qui vais démarcher pour aller travailler avec un athlète, quoi. Donc, en gros, c'est plutôt l'athlète qui vient à moi, et après, bah, c'est le feeling fait, qui fait le travail. C'est-à-dire que soit on s'entend bien et le feeling passe bien et c'est super, soit ben, ça passe un peu moins bien parce que voilà, on a des valeurs différentes, on a une vue de l'entraînement qui est différente et là, ça peut coller très bien comme ça peut un peu moins coller et c'est ce qui va faire que la elle dure dans le temps ou elle s'arrête. Est-ce que ça t'est arrivé de refuser quelqu'un d'entrée de jeu? Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Ça m'est Ouais. arrivé souvent parce que je pars quand même du principe que il faut essayer. On dit toujours que la première impression est la bonne. Maintenant, je suis pas tout le temps d'accord avec ça parce que des fois, j'ai eu des mauvaises impressions sur les premiers échanges et en fait, au final, ça s'est avéré être des collaborations qui étaient super intéressantes. Donc, Hmm. on a quand même pas mal de recul. Donc j'essaye vraiment de faire abstraction des premiers échanges, des premières impressions. Je me dis toujours, écoute, va un peu plus loin que le début, enfin, laisse présager tes premières intuitions. Maintenant, oui, ça m'est arrivé assez vite de dire non parce que j'ai vite compris que j'avais affaire à n'allait pas coller. Mais ça arrive très rarement. Que tu avais affaire à quoi? J'ai pas entendu. Enfin, avec qui ça allait pas coller en fait. Ouais. Et à l'inverse, est-ce que t'as des gens, ça fait je sais pas, peut-être 5 ans, 10 ans que tu les entraînes? Ouais, j'ai aussi des athlètes avec qui le feeling passe super bien et en fait, ils veulent travailler qu'avec moi et moi, enfin, je veux travailler avec eux et là, on est sur des collaborations qui durent dans le temps, quoi. 4, 5, 6 ans, voire plus, hein. Enfin, je bosse avec des personnes avec qui j'ai attaqué. Hmm. C'est-à-dire, il y a 10 ans et en fait, on bosse toujours ensemble. Ah bah ça c'est bon ça. Alors pour parler un petit peu plus dans l'entraînement maintenant, Florian, quelles sont les méthodes de charge que tu utilises? Les méthodes de charge. Donc, tu parles donc au niveau des plannings d'entraînement, enfin, de la pratique trail, de course à pied et tout ça, quoi. Ouais, c'est ça pour voir, tu vois, par exemple, ton athlète, il remplit sa semaine sur telle ou telle application, puis toi, tu vas regarder comment il est fatigué. Alors, est-ce que tu vas utiliser, je sais pas, le RPE ou d'autres outils, par exemple, que Nolio propose ou d'autres Alors en fait, enfin moi donc à la base j'ai été on va dire éduqué hein, dans un milieu très cartésien. Donc j'ai eu donc à la base une approche scientifique. Donc au début j'étais très orienté sur les kilomètres à l'entraînement, sur les heures. Euh, donc j'étais très amoureux des. Donc ça c'est resté en fait une part de ma pratique. C'est-à-dire que pour moi, il y a un moment où quand tu fais donc un ultra en trail, si tu es capable de faire un week-end où tu fais 2 fois 10 heures, bah c'est pas la peine de prendre le départ, quoi. Donc voilà, il y a vraiment cette part scientifique chiffrée qui fait que je prends ça en compte de manière assez importante. Maintenant, avec la pratique, j'ai quand même glissé une approche un peu plus intuitive et du coup, je suis quand même de plus en plus fan des retours qui sont bah, des retours humains, quoi. C'est-à-dire que bah, ton athlète, il fait un mail où il t'appelle en te disant, écoute, je suis fatigué, là, il y a quelque chose qui va pas. Donc, pour répondre donc à ta question, la quantification de la charge, elle est à la fois basée sur une analyse chiffrée, euh, les charges Foster, Kogan, les heures d'entraînement, les kilomètres, mais elle est aussi de plus en plus donc orienté sur des indicateurs qui sont beaucoup plus subjectifs, comme le RPE, quoi.
Ouais, du coup, toi, en fait, t'as ton idée en tête. Tu te dis, bon, voilà, pour sa course, faudrait qu'il arrive à faire à peu près ça par semaine. Et puis d'un Voilà, coup, il t'appelle, oh là là, ça va pas. Et donc là, ça fait tilt et tu te dis, il y a un problème, il y a un truc à débusquer, quoi. voilà, voilà. En gros, c'est un peu comment je vois la chose. Maintenant, quand tu prépares des mecs qui font des Ironman, des ultras, des UTMB, des diagonales des fous, tu peux pas faire du côté volume, quoi. Un mec qui veut faire une diag, je veux dire, faire une diag s'il fait des séances de 4 heures, c'est pas possible. Donc, eux, Ah, ça coupe un peu, Florian, là. ouais, tu m'entends mieux, ça va? C'est bon là ou pas? Ouais, c'est revenu. Ouais. En fait, par moment, il y a un mot qui est mâché, mais sinon, ça va. Mais ouais, il y a un mot de temps en temps qui part. Donc ouais, tu disais, ouais, quelqu'un qui veut faire la diag. Donc la diag, on va dire pour le commun des mortels, c'est légèrement au-delà de 30 heures, puis jusqu'à un peu plus de 50 heures. Si il a pas beaucoup de dispo dans la semaine, ça va pas aller, quoi. Bah, c'est ça, c'est un peu compliqué. S'il n'est pas capable, de bloquer des week-end chocs, ou Voilà, ouais, de d'enchaîner, bloquer des week-ends. Ouais. voilà. Je veux dire, il a beau être fort mentalement, il a beau être doué, donc au niveau physique, à un moment où il faut mettre des heures en face, quoi. Il faut mettre des heures en face du projet. Donc, on peut pas déroger à la, surtout sur des épreuves comme ça. Alors du coup, pour visualiser un peu tout ça, le retour de tes athlètes, etc., quels outils tu utilises sur ton ordinateur? Donc moi, je bosse avec Nolio, du coup, donc avec la plateforme Nolio. Donc, les outils, ils sont super, ils sont super intéressants, ils sont super pratiques. Donc en fait, les athlètes, ils ont un calendrier. En fin de semaine, j'ai le volume global de l'athlète, donc j'ai son kilométrage en course. Donc dans les disciplines, j'ai les heures d'entraînement, j'ai les intensités perçues. J'ai les charges Kogan et puis Foster, donc en gros j'ai plein d'indicateurs, quoi. Enfin des data on en a plein, hein. mais euh, mais voilà, ce qui m'intéresse aussi c'est d'avoir un petit retour par mail, tu vois, de la semaine, de comment elle s'est passée. Est-ce que je suis est-ce que je suis pas fatigué, est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que j'ai pas bien dormi, est-ce que j'ai envie de m'entraîner ou est-ce que j'ai plus envie, tu vois. Là, on est sur plein d'indicateurs qui sont très subjectifs et qui sont très intéressants, quoi. Donc, je prends beaucoup ça en compte. Ah, tu te fais un petit questionnaire personnel par mail en rajoutant des petites choses? Pas vraiment un petit questionnaire, mais je leur dis toujours, en fait, dès que vous sentez quelque chose qui va pas, notez-le moi, faites-moi un petit message. S'il y a donc une séance qui passe pas, faites-le moi comprendre. Dites-moi pourquoi donc elle est pas passée, ce que vous avez ressenti, que moi j'ai une trace, que j'ai une trace et que j'ai aussi une grille de lecture qui ne soit pas que des kilomètres et que des vitesses ou des puissances. Et ça te suffit pas sur Nolio, tu sais, quand tu rentres une séance, après tu peux mettre un petit smiley, tu peux mettre une note sur 10 et puis un commentaire. Si, si, justement, c'est un peu ce que je te disais là, c'est qu'en fait, donc au-delà du kilométrage et puis des indicateurs qui sont chiffrés, tu vois, un petit smiley, un petit indicateur donc d'intensité perçue, un petit message où tu me dis je suis fatigué ou la séance elle est pas passée, c'est hyper intéressant, quoi. Donc ça, si, si, j'incite à le J'ai trouvé dans mon cas que ça évitait en fait de faire un mail très long de bilan de fin de semaine. faire. Ouais, ouais, carrément. C'est-à-dire finalement en fait en fin de semaine c'était presque dans mon cas mon entraîneur qui me faisait lui-même un mail en me disant bah t'inquiète pas on va réorienter ça puis après je découvrais une semaine un petit peu différente. Ouais, ouais. Non, Ça mais fait bien sûr, gagner du temps. c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu fais du suivi HRV, Florian? Donc peut-être pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est la variabilité cardiaque. Et si tu en fais, bah, tu pourrais peut-être nous le décrire un peu plus. Alors non, j'en fais pas. En fait, la variabilité cardiaque, je voulais l'intégrer à mes analyses de séance il y a déjà 10 ans. En fait, au moment où j'ai créé. Et en fait, donc à l'époque, j'étais vraiment donc orienté sur l'approche ultra scientifique. Et oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Et du coup, j'ai fouillé sur le sujet.
Et en fait, on se rendait compte, il y a donc une dizaine d'années, quand même, qu'il y avait des athlètes qui répondaient de manière très différente à la fatigue. Et en fait, je me suis dit, écoute, au lieu d'aller chercher le must du must, qui finalement, pour l'instant, donne pas grand-chose, essaye pour l'instant d'utiliser les indicateurs qu'on connaît bien et qui fonctionnent. Donc, fréquence cardiaque de repos, fréquence cardiaque au seuil, tu vois, par exemple, je sais qu'un athlète, il est fatigué, sur une séance de seuil, il va rarement donc arriver à monter dans la fourchette cible. Donc, si tu veux, je suis resté quand même sur une approche avec des outils qui sont plus simples et plus maîtrisés que le HRV. Maintenant, je sais que ça a quand même beaucoup évolué et que du coup, ça devient donc un indicateur qui devient quand même un peu plus fiable. Mais pour l'instant, je n'utilise pas. Et puis alors c'est intéressant parce que là tu remets un petit peu en cause le fait que voilà ce soit pas une vérité absolue cette valeur de variabilité cardiaque. Ouais. Mais surtout des fois ce qui remonte en fait c'est que les athlètes ça les gonfle de le faire. Bah, c'est là où je veux en venir. Et tu vois, j'ai eu donc un athlète au téléphone il y a 2 jours. Il m'a demandé ce qu'il pensait des capteurs de puissance en course à pied, quoi. Ah oui, Et le stride. voilà, exactement. Et en fait, en gros, dans ta question, il y a aussi la réponse. C'est qu'en fait, moi, je trouve fatigant d'avoir des datas à traiter en masse, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il faut traiter les vitesses, les puissances, les fréquences cardiaques, le HRV, les RPE. Enfin, je veux dire, il y a un moment, en fait, où il faut y arrêter, parce que c'est une vraie usine à gaz. Et tu vois, c'est là en fait où je te reparle du petit mail ou du petit smiley que tu mets en disant je suis fatigué ou ma séance donc elle est pas passée. Et je trouve ça tellement plus intéressant que d'avoir 10 données chiffrées qui finalement sont parfois non fiables. Tu vois un peu où je veux en venir. Et là où je veux en venir, c'est que quand tu vois les meilleurs coureurs, donc aujourd'hui, ils sont où? Ils sont au Kenya, ils sont en Éthiopie, enfin je veux dire, ils sont africains, ils ont rien, quoi. Ils ont rien. Et pendant des années, ils se sont entraînés sans cardio, ils ont couru des marathons en 2h05 ou en 2h06. Et nous, donc aujourd'hui, on a des athlètes amateurs qui courent le marathon en 4 heures et qui sont bourrés de capteurs. Et en fait, pour moi, ça perd son sens. Je veux dire, où on va à jouer avec les chiffres, à vouloir tout analyser, à vouloir tout mettre en équation. Il y a un moment où le sport, c'est pas que ça non plus, quoi. C'est aussi du feeling, c'est aussi de l'intuition, c'est dire. Donc, voilà, je trouve qu'il y a des limites donc à tout ça et que parfois, ça perd son sens et ça en devient presque absurde. Ouais, et puis alors pour revenir sur le capteur de puissance en course à pied, si t'as des athlètes qui font de la route ou du marathon, ça va être pas mal parce que c'est une surface qui va rester souvent la même. Par contre, si tu pars en trail, je crois qu'aujourd'hui c'est quand même délicat d'exploiter les données du capteur de puissance sur des terrains changeants, des montées, des descentes, des dévers, etc. Bien sûr, mais bien sûr, et même sur du plat, finalement, sur du plat, sur un relief qui est très standardisé, finalement, ta puissance, elle est corrélée donc, à la vitesse. Donc, si tu as la puissance, tu as donc la vitesse. Donc, au final, tu vois, veut dire que tu cours à 18 km/h ou qu'on te dise qu'il te donne une puissance de 340, quel intérêt? C'est exactement pareil. Donc, moi, c'est quand même des méthodes qui me font sourire, quoi. Je veux dire, jusqu'où on va aller, tu vois? Et oui, puisque par exemple sur le plat tu peux aussi aller sur piste, et là finalement le chrono ça fait des dizaines d'années qu'il ment pas, hein. Une séance de 400 ça restera une séance de 400, et ce sera plus simple. Bon, on est bien d'accord. Que tu fasses un 10 fois 400 en une 10 ou que tu fasses un 10 fois 400, je sais pas, en 380 watts de moyenne, finalement, c'est quand même, c'est pareil, quoi. On sait que la corrélation entre la vitesse et la puissance, elle est là, étant donné qu'on est sur un relief, sur un parcours plat qui est standard. On n'a pas de variation de terrain, on n'a pas de variation de pente, on va pas on va pas sur du gravier, on va pas sur de la route. Je veux dire, on est à chaque fois sur le même relief. Du coup, quel intérêt de travailler avec la puissance en course à pied alors que ça fait 80 ans qu'on bosse avec la vitesse? Autant donc en vélo,
j'y vois un intérêt, étant donné que qu'il y a le vent, qu'il y a le relief qui change. Donc oui, on travaillait donc avec la puissance en vélo, mais en course à pied, franchement, aujourd'hui, surtout pour des niveaux de pratique, des niveaux de pratique départementale, régionaux, régional, j'y vois pas trop d'intérêt en fait. Et oui. Et oui, à un moment donné, tu l'observes peut-être ce phénomène du coureur, on va pas dire qui est débutant, mais qui va pas être là à batailler sur un championnat de France. On va dire un pratiquant un peu standard, qui a une vie de famille, qui a un travail, et qui fait du sport, mais qui veut progresser dans son sport. Et souvent, il va rechigner un peu à faire les séances difficiles. Par contre, il va sans arrêt te parler de la petite nouveauté technologique. Ah ben, mais oui, mais de toute façon, enfin, moi, c'est des discours que j'ai donc assez fréquemment avec des athlètes. C'est que il y a un moment où je leur dis, mais vous passez plus de temps à analyser vos datas qu'à vous entraîner. Donc aujourd'hui, vous avez, je sais pas, un volume de 4 ou 8 heures donc à mettre donc à l'entraînement, et on est déjà sur des volumes qui sont limités, parce qu'on a tous une vie professionnelle, une vie de famille, une vie de couple, etc. Donc en fait, on court tous donc après le temps au final. Et du coup, on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'on a des athlètes qui passent 3 heures par semaine à checker leur data, quoi. Il y a un moment, arrête et va t'entraîner, quoi, parce que les 2-3 heures que toi tu perds à regarder tout ça, c'est tout du temps que tu perds à ne pas t'entraîner, tu vois. Donc oui, pour moi, on est tombé parfois dans des incohérences en termes d'entraînement, quoi. On a trop de data, on a trop d'analyses. Va t'entraîner et puis fais-toi plaisir et puis fais les séances et on sera sur un projet qui sera un peu plus cohérent. Hmm. Alors pour revenir un peu à l'entraînement pur et dur, en parlant de peut-être une phase qui est... J'imagine qu'en ce moment il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu dans leur coupure ou dans le repos à l'approche de l'hiver, et puis après souvent on a ce qu'on appelait la préparation physique, c'est-à-dire qu'au lieu de faire vraiment le sport qu'on va faire de mars à octobre, je caricature un peu, mais voilà, un cycliste, au lieu de se mettre au vélo directement en décembre, eh ben, il va passer par une approche avec de la musculation, avec la pratique d'un autre sport, un petit peu de natation pourquoi pas, un petit peu de randonnée, de course à pied. Donc ça va être une phase de préparation physique générale. Toi, avec les athlètes que tu as, quelle place ça prend? Est-ce que tu la mets à ce moment-là? Est-ce que tu en fais des rappels dans l'année? Et puis au final, c'est quand même un terme très générique. Comment tu le définirais? Alors moi, si tu veux, le travail de PPG, donc je l'intègre en début d'année. Donc en début d'année, en tout cas, à l'atteinte des objectifs de l'athlète. Parce que quand tu bosses avec un mec qui fait du biathlon et qui doit être en forme de décembre à mars, c'est pas du tout comme quand tu bosses avec un triathlète qui doit être en forme de juillet ou de mai à août. Donc en fait, plus mon athlète il est à distance de son objectif, donc je sais pas, dans les 3 premiers mois de la prépa, là c'est sûr que je vais travailler un peu sur de la PPG puis des entraînements croisés. Donc tu vois, j'ai un biathlète là que j'ai en suivi. Du mois de mai au mois de juillet août, on a fait de la course à pied, on a fait du vélo, on a fait du VTT, on a intégré sport, un peu tout type de séances, tu vois, des séances donc à lactique, du seuil, de la VMA, un peu tout. Et en fait, plus on se rapproche de son objectif, et en gros, plus on va cibler les déterminants de la performance de sa pratique spécifique. Donc voilà, moi je suis pas du tout contre tout ce travail de PPG, mais par contre il faut qu'il reste donc à sa place dans la prépa et intégrer de la course à pied pour un mec qui fait du cyclisme alors qu'il est en période d'objectif, non, c'est pas vraiment intéressant étant donné que c'est pas spécifique pour sa pratique. Donc voilà un peu moi je vois les choses. Alors, est-ce que ton biathlète, c'est quelqu'un qu'on va peut-être voir dans 10 jours à Ostersund? Non. Non, en fait, c'est un peu compliqué là sur ce. J'ai pas pris
le bon exemple parce qu'en fait, en gros, il y a des fédérations qui sont pas du tout ouvertes à comment dire, donc à l'ouverture du coaching par des coachs qui sont pas donc de la fédération. Oui. Et du coup, voilà, donc c'est compliqué avec qui travaille. Je peux pas trop. Quoi. Ouais, Ça ouais, ouais. reste un peu en sous-marin. C'est un athlète que j'ai en suivi depuis quelques mois, donc on fait le travail en sous-marin et voilà quoi. Et oui, oui, puisque le ski, c'est un milieu hyper restrictif chez les jeunes. Alors au début, il y a des très grosses équipes, comité de Savoie, comité du Mont Blanc, puis au fil des années, ça se réduit drastiquement et on garde vraiment, vraiment, vraiment que l'élite à haut niveau. Et puis ensuite, ils sont quasiment toute l'année avec les mêmes coachs, kinés, préparateurs de ski, etc. C'est presque une secte en fait tout l'hiver. Oui, après, je pense que c'est un peu pareil dans plein de sports. Hein. Donc, du coup, il y a des athlètes donc élites qui bénéficient d'un suivi ultra performant avec un coach bien attitré qui fait son travail et tout ça. Après, donc au niveau en dessous, t'as des super athlètes en fait qui sont presque, qui sont indépendants quoi. C'est-à-dire ils ont pas le coach qui les suit donc à l'année et pourtant ils sont aux portes des équipes de France, ils sont aux portes de l'élite et eux donc ils bénéficient pas des mêmes structures. Mais parce qu'on est sur des sports qui finalement n'ont pas des budgets énormes, sont des sports assez conflictuels et en fait pour avoir le droit d'avoir accès au vrai suivi donc à l'élite, il faut faire partie du top 10 français quoi. Donc à partir du moment où t'es pas dans le top 10 mais que t'es dans le top 30, tu bénéficies pas de la même structure d'entraînement. Hmm. Voilà. Un petit aparté, une petite parenthèse. Ah, mais c'est intéressant hein, de voir aussi l'envers du décor pour le sportif et son coach qui sont confrontés aussi à une fédération, à parfois une obligation de résultat. Et, on n'est pas seulement deux personnes isolées du reste du monde. Quoi. Ah, Florian, ce que je voulais te demander aussi, tu coaches depuis plusieurs années, ouais, mais à l'instar de tes athlètes que tu fais progresser, ouais. comment fais-tu pour progresser toi-même en tant que coach? Comment je fais pour progresser en tant que coach? Est-ce que le Florian d'il y a 5 ans était moins bon que le Florian d'aujourd'hui? Euh, je sais pas, je sais pas. Après, je sais, c'est un peu dur de répondre à ta question. Moi, ce que j'essaye pour progresser, c'est déjà d'être vraiment donc à l'écoute et donc être donc à l'écoute des derniers articles de recherche, de ce qui se passe au niveau du plus haut niveau. Voilà. Moi, je suis passionné de science. J'adore m'entraîner moi, j'adore comprendre. Et du coup, j'ai toujours un œil sur les articles de recherche, sur ce qui se fait au plus haut niveau, euh, pour pas avoir des œillères, tu vois, pour vraiment donc essayer d'avoir un maximum d'informations pour agrémenter ma pratique perso et ma pratique pro. Donc oui, je pense qu'avec le temps, je progresse, je m'ouvre donc à de nouveaux outils. En tout cas, je tente de le faire du mieux possible. Enfin, je sais pas si ça marche. Je vais rester humble aussi. Hein. Donc, ouais, en tout cas, je travaille pour être meilleur. Ouais. Ah, puis c'est vrai que toi, tu as commencé directement ou non d'ailleurs, avec les trois options, donc préparateur physique, nutritionniste et préparateur mental. Ouais, moi, j'ai attaqué tout de suite parce qu'en Eh fait, je ouais. partais que si je voulais être cohérent et si je voulais me démarquer euh, des autres coachs, hein, donc, il fallait que je sois au top du top. Donc, en fait, avant de créer, j'avais déjà tout préparé pour être tout de suite dans le coup. Eh oui, au final, tu avais une marge de progression assez faible. C'est un peu ça.
donc j'ai créé ma boîte et ensuite j'ai pas passé grand chose en fait. J'ai passé juste donc un diplôme en hypnose classique qui m'a permis d'agrémenter un petit peu et de progresser sur le versant prépa mental, en tout cas d'avoir un autre outil de travail. Mais finalement, dès la création, finalement, j'ai essayé d'être vraiment au mieux du mieux, donc au niveau de mes certifications. Hmm. Alors, dans toutes tes formations, j'imagine que tu as dû en lire un paquet, mais si tu avais, allez, on va dire, maximum 3 livres à recommander pour se former et se faire une première idée de la préparation physique uniquement. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le bouquin de Costil donc, et Wilmore qui traite des adaptations, enfin, de la physiologie de l'entraînement. Donc, enfin, pour moi, c'est un peu la Bible, hein. C'est un peu la Bible, enfin, parce qu'il permet vraiment, enfin, de comprendre au niveau physiologique ce qui se passe. Il est vraiment intéressant. Enfin, je crois que le truc, il fait, je sais pas, il doit faire 500 pages, hein. C'est un gros pavé, mais il est vraiment hyper. Donc Euh, ça, c'est vraiment. En français, le titre, c'est la Bible. Non, en français, enfin, je vais te le retrouver. Ça doit être, euh, ça doit être. Attends, de toute façon, je vais, je vais te le trouver tout de suite. Il est dans la bibliothèque. Non, en fait, il est dans la physiologie du sport et de l'exercice Physiologie du sport et de l'exercice. Ah mince, c'est pas celui-là. de de Costil et Wilmore. Ok. Ouais. Et celui-là, vraiment, c'est vraiment la Bible dans le domaine de la biologie et ouais, donc appliqué donc à l'exercice. Alors, deux Ouais. autres. Alors après, j'ai beaucoup aimé aussi les ouvrages de Cyril Gindre. Ah Donc oui. Cyril Gindre, en fait, c'est un mec qui a un doctorat en physiologie, qui a un doctorat en biomécanique et il est vraiment vraiment super bon. J'adore son approche, il est hyper humble, c'est un bosseur. Enfin vraiment, il y a vraiment des auteurs, enfin comme ça, tu vois, qui m'inspirent et qui imposent donc le respect. Et Cyril Gindre, en fait, donc parti. Et du coup, le premier bouquin que j'ai lu sur lui, c'est Courir en harmonie. Et c'est pas mal parce qu'en fait, il fait une sorte de synthèse de ce qui se passe dans la course à pied au niveau biomécanique, au niveau physiologie. Et c'est un ouvrage bien documenté, qui est pédagogique. Euh, J'aime beaucoup ce bouquin-là. Et en fait, il en a fait un deuxième il y a pas longtemps sur les profils biomécaniques donc de la course à pied. Et j'aime beaucoup aussi ça parce que en fait, c'est un ouvrage qui t'explique qu'en gros, il n'y a pas qu'une seule manière de courir. On est on est tombé il y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années dans la mode donc du minimalisme et de la course avant pied, tu vois. Donc en gros, pour courir bien, on devait courir pointe ou en plante Oui. parce qu'on s'est fait un peu du modèle de ce qui se faisait un peu sur la piste, tu vois. Donc et en fait, Cyril Gien, donc il explique que finalement il y a pas, enfin il y a pas qu'une façon de faire quoi. Donc tu peux être un coureur terrien et être très bon, tu peux être un coureur aérien et être très bon. Et en fait, vouloir cataloguer les personnes et les mettre dans une case en leur disant bah tu dois courir en aérien parce qu'il faut attaquer donc en avant-pied, ça n'avait aucun sens. Et du coup, son, son dernier bouquin en fait, ça doit être terrien ou aérien. Et il parle de ça et j'ai trouvé ça génial quoi, parce qu'en fait, il déstructure toute cette pensée unique qui explique qu'il faut comme ça pour que ça marche. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Ah oui, celui-là, ma copine là dans la bibliothèque, terrien ou aérien. Voilà. Et celui-là, il est vraiment top. Mais il est sportif également, Cyril. Ouais, ouais, en fait, il est sportif. Il vient aussi, donc il a pas mal couru. Et maintenant, il a développé un labo en Suisse à Aigle, il me semble. Et travaille là-bas. D'accord. Et si t'avais un film documentaire qui t'a marqué sur l'entraînement? Un film documentaire qui m'a marqué sur l'entraînement. Bah, comme ça, je sais pas trop. En fait, j'ai passé des années sans télévision.
Donc, franchement, je suis un peu à la rue sur tout ça. J'ai beaucoup préféré, enfin, j'ai préféré tout ce qui était livre et écrit. Donc, non, enfin, un documentaire sur l'entraînement, Ou alors un peu rigolo, tu sais, il y avait eu celui sur les Movistar. Bon, moi, ça m'avait fait plus rire qu'autre chose. Sur Netflix, il y avait eu la série sur Movistar. ouais, ouais, je sais pas, Des intérieurs chaque- sport, peut-être. ouais. Non, non, mais ça m'a pas trop marqué. J'avais vu une série, enfin, donc un documentaire là sur un mec, sur la politique de dopage en Russie, tu sais, quand ils avaient traqué les échantillons des athlètes, mais je me rappelle plus du titre sur Netflix. Des documentaires que j'avais trouvé assez sympa, mais voilà, enfin, ça m'a pas non plus vraiment, enfin, j'ai pas été ultra marqué, quoi. Ah oui, oui, dans le même registre, il y en avait eu un sur Lance Armstrong aussi. Ouais, ouais. J'avais vu aussi, je crois que le nom c'est Icar, le documentaire que j'avais vu. Ah oui, Mais oui, oui, t'as raison. Ouais, c'est je lis ça. plus la télé, quoi. Icar, ouais, tu peux l'avoir sur Icarus. Icarus, le Ouais, vrai sûrement. nom. Et effectivement, ouais, c'est bien sur les Russes. De Brian Fogel et Dan Kogan. En 2017, ils l'ont fait, exactement. Ouais. En fait, ouais, c'est donc un ancien de la politique russe qui explique, enfin, de comment ils ont fait pour trafiquer les échantillons des athlètes et tout ça, quoi. Ouais, à Sochi, ouais. C'est ça. Bon, c'est plus pour le côté un petit peu curieux, on va dire. Comment tu as trouvé que le métier de coach a évolué ces dernières années, Florian? Tu nous parlais justement de toutes ces datas là, qui deviennent légion. Ouais. À part ça, est-ce que tu as vu un peu j'imagine que tu dois côtoyer aussi d'autres coachs dans tes connaissances. Est-ce que tu les as vus évoluer un petit peu différemment ou on continue comme on faisait avant? Alors, j'ai vu donc une évolution déjà dans le nombre de coachs, c'est-à-dire Ah ouais. il y a eu un engouement pour le coaching sur les 10 dernières années, donc on est de plus en plus nombreux sur le marché. Et oui, mais parce que de plus en plus d'athlètes, enfin ou de gens tout à fait ordinaires veulent Voilà, c'est ça. s'entraîner correctement en fait. C'est ça. Donc, du coup, il y en a de plus en plus. Donc, ça a beaucoup évolué de par le nombre, hein. Après, moi, l'évolution, si tu veux, enfin, je me centre un petit peu sur mon travail à moi. J'essaye de pas trop, enfin, de pas trop regarder ce qui se fait ailleurs parce que sinon, on s'en sort pas en paix. Donc, oui, ça a évolué dans le sens où ça devient de plus en plus scientifique avec toujours plus de data, toujours plus de matériel. Donc pour moi, ça, c'est un petit peu le côté négatif, hein, parce que j'ai l'impression c'est un peu ce que je te disais donc en début d'entretien, c'est que on en perd un petit peu, enfin le côté humain et le côté bon sens, quoi. Tu vois. Donc pour moi, ça, c'est pas une émission qui va forcément du bon côté. Après, on voit aussi quand même qu'il y a pas mal de coachs, enfin, qui sont de mieux en mieux formés, quoi. Moi, autant au moment où j'ai créé, tu vois, des coachs qui avaient des profils sportifs intéressants, un vrai bagage donc au niveau de connaissances, tu vois, des certifications, des diplômes et tout ça, il y en avait pas tant que ça. Et aujourd'hui, on voit quand même pas mal de personnes qui arrivent, qui ont du vécu dans le sportif, qui ont un vrai vécu, qui ont des vraies compétences donc, au niveau scientifique. Donc ça, par contre, je trouve c'est quand même intéressant, enfin, parce que ça évolue dans le bon sens. Mhm. Et avec toutes ces années, Florian, est-ce que tu te souviens de ta plus belle erreur en tant que coach? La Une plus belle grosse, boulette. qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'en ai fait, hein, mais ma plus grosse erreur en tant que coach, attends, enfin, je réfléchis. Je me fais un peu de cours là parce que je n'y avais jamais pensé. Qu'est-ce que j'ai fait comme grosse connerie en tant que coach? Mais souvent, le cerveau humain, il oublie les trucs négatifs. Non, mais voilà, enfin, ça, c'est le genre de truc, tu vois, où tu oublies un peu. Alors, moi, en tant que coach,
en tant que coach, pour moi, j'ai fait plein de conneries parce que du coup, j'ai beaucoup testé sur moi. Donc, ouais, bah moi, par exemple, je me suis aligné sur une Saint-Élion complètement avec la fleur au fusil, quoi. Ça, c'est une vraie erreur parce qu'en fait, sur d'autres athlètes, je suis moins, comment dire, je suis moins joueur. Donc, je pense que je fais moins de graves erreurs. Après, sur moi, je suis beaucoup plus joueur et du coup, je peux faire des conneries, ouais. Donc, sur du coaching personnel sur moi-même, ouais, je pense que j'en ai fait plein. Et ma plus grosse, ça a été ouais, donc, bah, de m'aligner sur des courses où clairement, je n'étais pas. Ouais, t'avais délibérément choisi de prendre le départ tout en sachant que la préparation n'était pas bonne en fait. Ouais. Bah ça, enfin, l'ai fait et pas qu'une fois, mais parce que je suis joueur, parce que j'aime bien aussi aller au feeling, enfin, parce que j'aime bien tester, donc je l'ai fait plusieurs fois. Du coup, j'ai pris plusieurs grosses calottes dans le semaine. Et oui, moi par exemple, j'ai une anecdote où je suis arrivé sur une course vraiment surentraîné quoi. Alors évidemment, la course c'est pas non plus trop mal passé parce qu'au final, tu es lent, mais tu es pas totalement ridicule non plus. Mais je dirais que l'erreur était partagée entre l'athlète et l'entraîneur, puisque je ne faisais pas suffisamment de retour sur mes impressions de fatigue. Et du coup, Ouais. derrière, l'entraîneur, tu vois, il continue à en remettre, parce que tu sais, t'as quelqu'un en face qui te demande toujours à manger, donc tu lui donnes, quoi. C'est peut-être un cas que t'as eu, ça aussi. Ça, j'ai eu aussi, hein, j'ai aussi donc des athlètes qui demandaient beaucoup, donc du volume et du volume. Et c'est sûr que j'ai pas été ultra donc, attentif. Du coup, bah tu vas à la blessure. Hmm. Donc et aussi après, enfin je sais pas exactement, mais je dois être peut-être à 300 ou 400 personnes en coaching à distance depuis une dizaine d'années. Donc c'est sûr que bah des erreurs, enfin j'en ai fait, hein. J'en ai fait. Et à l'inverse, la Ouais. performance dont tu es le plus fier d'un de tes athlètes. Parce que tu disais justement que tu avais envoyé des gars à Hawaï, que tu en entraînais certains qui étaient dans le top 15 du triathlon mondial. Mais peut-être que tu as aussi une fierté par rapport à un athlète lambda qui s'est sorti d'une situation ou que sais-je. Ouais, alors, il y a tout ce qui relève hein, du haut niveau, donc des mecs qui se qualifient à Hawaï alors qu'à la base, c'était pas du tout prévu, enfin, ou en tout cas, ils pensaient pas être capables, des top 15 au championnat de France de tri, enfin, pas donc au championnat du monde, hein, donc au France. Voilà. Après, franchement, j'ai aussi des athlètes qui me marquent, et je pense que c'est même encore plus, hein, donc c'est par exemple, voilà, j'ai une anecdote, j'ai un copain qui m'a contacté il y a un peu plus de 5 ans en me disant, écoute, en gros, je pars en couille, j'ai pris X kilos et en fait, il faut absolument que tu me prépares pour un 5 km. Je vais être capable donc de courir 5 km. Ouais. Voilà, c'est un copain d'enfant. Et du coup, de fil en aiguille, en l'espace de moins de 5 ans, c'est un athlète qui est mettre à la diagonale des fous, quoi. Donc Ah le ouais. mec, il a fait 10, après il m'a dit je veux faire un semi, après il m'a dit je veux faire un marathon, je veux faire une Saint-Élion, et en fait en 4 ans il a terminé finisher de la diagonale des fous et il a perdu un peu moins de 4. Donc ça tu vois, ça c'est vraiment des projets qui marquent. Parce que là, on n'est pas dans le très haut niveau, mais par contre, on est dans des projets de vie qui ont totalement changé, quoi. On passe d'une personne qui aurait pu avoir donc, des problèmes de santé à cause d'un surpoids très important, à cause d'une nutrition qui était totalement décousue, à quelqu'un qui aujourd'hui est un sportif accompli et qui a du au projet et qui est en super état de forme. Parce que quand tu perds 40 kilos, enfin, je veux dire, ta vie elle change. Ah oui, oui, c'est énorme. Déjà, 10, c'est assez impressionnant. Voilà, donc là, on est quasiment donc à 40 et tu vois, là, on est clairement sur des vrais, enfin, des vrais projets quoi, qui changent du tout. Donc ça, j'en suis aussi fier, voire peut-être même plus fier que des athlètes qui qualifient pour un Hawaii ou qui font un top 10 sur un grand championnat. Ouais, parce que finalement, là, tu t'en aurais pas mis ta main à couper, mais tu savais où ils allaient à peu près, quoi.
T'as ouais. été moins Après, surpris, quoi. ouais, enfin, quand tu as affaire à un performeur, si tu veux, tu sais que la marge de manœuvre et de progression, elle est là, mais elle est pas très importante. Tu vas faire gagner un athlète 3, 4, 5% de perf et on est déjà sur quelque chose qui est très intéressant. Quand tu prends quelqu'un qui part de rien et qui gagne 30% de perf, voire 40% de perf en l'espace de 3 ans, là, c'est énorme. C'est énorme. On ne travaille plus donc à la même échelle, quoi. Hmm. Alors, ça, Ouais. c'était un peu les hauts et les bas du coach. Et puis pour Ouais. continuer, tu vois, là, c'est un peu la fin de l'entretien, donc c'est des questions un peu rigolotes. Ouais. Est-ce que tu aurais une personne que tu rêverais de coacher, tu vois? Tu te dirais, putain, celui-là, j'aurais bien aimé mettre mon nez dans sa préparation. Alors, j'aurais bien aimé mettre mon nez dans la prépa des frères Brownlee en Ah triathlon. ouais. Ah, là, franchement, j'aurais bien aimé les côtoyer. Ouais, là, c'est des athlètes qui sont totalement atypiques, en fait, que j'ai du mal à Pourquoi? suivre. Bah, en fait, enfin, je sais pas, je trouve ils sont hyper atypiques dans leur manière de faire, de courir. Enfin, je veux dire, enfin, pour moi, ils ont révolutionné le triathlon mondial. Et j'aurais trop aimé être une petite mouche et voir comment ils s'entraînaient, ce qu'ils se disaient, enfin, en fait, la philosophie qu'ils avaient de l'entraînement et de la compétition. Là, vraiment, ça pourrait être un de mes rêves, tu vois, être, euh, être un peu dans leur tête, quoi. D'accord. Et est-ce que tu sais justement par qui ils étaient suivis ou coachés tu connais un Ouais, peu leur histoire personnelle ou pas? enfin, je connais un petit peu, mais via les médias, quoi. Donc, si tu veux, au Ouais. final, étant donné qu'ils sont quand même relativement mystérieux, ils laissent pas passer grand chose sur les réseaux. Ils communiquent pas énormément. Ils dévoilent pas grand chose. Enfin voilà, moi ce que je vois juste, c'est que mec, ils ont révolutionné le triathlon. Enfin quand tu vois qu'à Londres ils sont, enfin, je veux dire, ils partent, ils peuvent faire n'importe quel type de course, ils gagnent quoi. Enfin je veux dire, ils Ouais. sont meilleurs partout. Et enfin quand je les vois donc en vélo, ils se permettent enfin, de rouler, ils verrouillent en vélo alors que clairement ils n'avaient même pas besoin. C'est-à-dire que les gars, ils étaient tellement au-dessus du lot à pied qu'ils étaient presque donc assurés du podium sans rouler, et pourtant ils roulent devant. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment trouvé qu'ils ont couru, mais d'une manière ultra osée, quoi. Alors qu'ils jouaient ouais, donc un podium donc olympique. Et tu vois, je trouve qu'au niveau du caractère, au niveau du ça, ils sont tellement atypiques ouais, que j'aurais vraiment aimé être dans leur tête, quoi. Et puis comprendre pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont couru comme ça, comment ils ont fait donc à l'entraînement pour arriver à révolutionner le triathlon de cette manière. Ouais, ouais. Et t'aurais aimé avoir les deux ou juste un? Bah, je trouve que que le grand frère, donc Alistair, est encore plus atypique et encore plus extrême. Ah ouais. Donc, euh, dans l'idéal, si je devais en choisir un des deux, ça serait être dans la tronche du grand frère, quoi. Ouais. Ouais. Ah Après, si. enfin, voilà, plein d'athlètes hein, que je peux admirer et que, enfin, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais eux, ils sont tellement atypiques que du coup, ça attise de curiosité. Ah ouais. Ouais, puis c'est assez récent, on a tous les images encore en tête. Ouais, vraiment, Et pour revenir vraiment. un peu à la famille, Ouais. est-ce que coacher son conjoint est une bonne idée selon toi? Je sais pas. Je, je sais pas trop. Moi, j'ai essayé avec ma femme. Après, elle fait du sport, tu sais, donc en loisir. Donc, voilà, il y a un peu des conseils. Du coup, ça a bien fonctionné. Mais après, je pense que ça dépend vraiment du tempérament des deux, quoi. Hmm. Donc, ça peut être une bonne idée, ça peut ne pas être une bonne idée. Un athlète, enfin, tu vois, un coach qui est un peu rigide et qui a un conjoint qui est pas comme ça et qui voit le sport différemment, je pense que c'est pas intéressant parce qu'ils vont au clash. Voilà, Ouais. après,
un peu ouvert. Enfin, voilà, moi, je sais que je suis dans la performance, que ça fait que c'est donc une partie de ma vie, alors que ma femme, c'est une pratique qui est plus récréative, c'est-à-dire que si elle a envie, donc elle y va, si elle a pas envie, donc elle y va pas, elle se met pas de contraintes, elle le fait pour le fun. Si moi je lui applique mon mode de fonctionnement à moi, qui est quand même assez rigide et qui est un peu extrémiste entre guillemets, ça va pas coller quoi. Donc voilà, je sais qu'elle fonctionne pas comme moi, donc il faut que je m'adapte. Et quand on a essayé, ça a fonctionné. Hein. Après, cyclique, il y a des périodes, elle veut faire, après un peu moins, elle fait comme elle veut. Et je suis là pour lui donner des leçons ou lui imposer des contraintes. Et oui, par exemple, le cas typique, le mardi, il y avait Emma, tac, t'ouvres ta porte, mince, il y a une grosse averse. Ouais, mais en fait, faut faire la séance. Et tandis que d'autres personnes vont dire, ouais, non, mais attends, jeudi il fait beau, donc t'es gentil, je la ferai jeudi, quoi. Exactement, exactement. Moi, il pleut ou il pleut pas, enfin, je veux dire, j'ai ma semaine donc à tenir. Il faut que, enfin, si je sais que je suis sur à 100 bornes ou 100 bornes, je sais que j'ai une séance le jeudi et le mardi, bah, si ma séance du mardi elle saute, bah, je peux pas la rattraper. Donc, en fait, bah, le mardi, c'est mardi, et qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, il faut que ma séance elle soit faite. Donc, clairement, j'ai pas le choix. T'as pas le choix, mais tu vois, moi, Ouais. j'étais, quand j'étais plus jeune, dans un nazisme pratiquement de l'entraînement. C'est-à-dire, si l'entraîneur me disait de faire 2 heures, tel kilomètre, etc., c'était respecté à la virgule près. Et en fait, j'avais vu les limites de ça quand je partais faire des séances de force en vélo et qu'il pleuvait dans un col. C'est-à-dire que déjà, bon, les trois quarts du temps, la roue arrière elle glissait, donc la force, c'était quand même pas terrible. Et puis je prenais des risques inconsidérés en descente, et en général, bah, je tombais malade. Du coup, est-ce qu'il t'arrive quand même d'adapter par rapport à la météo quand tu sais, je sais pas moi, que tu vas entraîner un Vosgien, tu sais que pendant 2 semaines, là, il y a une perturbation, il va être dans la souffrance. Est-ce que tu réorientes un peu? Oui, alors là, tu prends donc un exemple qui est quand même assez spécifique. Hein. Moi, je te parlais donc de la course à pied où clairement tu pars pour une séance qui dure 1 heure. Donc Ouais, en ouais. gros, enfin, tu sais, qu'il pleuve ou pas, ou qu'il fasse -2 ou -5, en fait, au final, c'est pas un drame parce que finalement, tu rentres mouillé ou t'es trempé, mais ça a duré qu'1 heure et donc en course à pied, t'as quand même tendance à moins te refroidir. Oui. Après, sur c'est vraiment vraiment différent parce que tu peux attraper la mort, parce que si tu transpires et que derrière bah tu descends une pente à 40 km/h qui dure 10 bornes, et bah tu peux choper la mort. Donc là, je vais beaucoup plus donc adapter que des séances de course à pied. Et d'ailleurs, tu vois, janvier et mars, c'est quand même très rare que je mette des séances de fractionner donc à des athlètes qui font du vélo parce que bah je sais on fractionne, il transpire, et s'il fait 0 degré, bah, quand tu as transpiré et, derrière, et que tu es mouillé, bah, derrière, c'est pas top, quoi. Hmm. Donc, je vais vraiment, donc, adapter. C'est comme quand j'ai un gars qui prépare donc un ultra, puis qui a une journée trail rando d'heures. Si le samedi il pleut et que le dimanche il pleut pas, ben, je lui dis que tu la déplaces et tu la mets. Parce que vivre une séance de 12 heures quand il pleut 12 heures, c'est vraiment pas cool. Que s'il fait beau, c'est cool. Donc après, je suis pas rigide au point donc de respecter à la virgule près le. D'accord. Ouais. Et tiens, il nous en reste deux petites là, je pense. Est-ce que tu entraînes des femmes? J'imagine que oui. Et quelle différence constates-tu par rapport aux hommes? Est-ce que tu peux appliquer vraiment les mêmes choses, ou est-ce qu'au fil du temps, avec la pratique, tu différencies par exemple peut-être des macrocycles ou des microcycles? Ouais. Alors franchement, tu vois, dans les athlètes que j'ai en suivi, des femmes, je dois en avoir peut-être un quart ou un tiers. Mhm. Ça fait beaucoup Et, déjà, je trouve, hein. ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Parce que Et souvent, en fait, c'est pas pour reprocher aux athlètes féminines d'être feignantes et de pas pouvoir s'entraîner, c'est pas du tout ça. Souvent, c'est une certaine pudeur, et les athlètes féminines se disent je suis pas capable, ou ça vaut pas le coup que j'ai un coach, tu vois.
par rapport à l'athlète masculin qui lui va foncer tête baissée, se dire ouais lui il faut qu'il m'entraîne. Ouais. Mais je te rejoins, elles sont un peu plus sur la réserve. Donc, ça, c'est une évidence. Maintenant, c'est peut-être lié à un manque de confiance en soi. Enfin, je sais pas, après, c'est compliqué. Hein. Enfin, je pense que l'esprit humain est compliqué. On peut pas tirer des conclusions rapides, enfin, comme ça. Mais ouais, j'ai moins de femmes, enfin, d'hommes, mais je dois quand même avoir, ouais, un bon quart ou un bon tiers. Après, en termes de différence, franchement, j'ai l'impression qu'elles sont moins excessives. Voilà. Ah Ça, ouais. c'est un Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que globalement, elles sont un peu moins excessives, malgré le fait que j'en ai quand même une ou deux qui le sont bien quand même. Ouais. Donc, vraiment peur de rien. Faut faire des séances de 10 heures, elles font 10 heures, elles respectent les plannings à la règle. Euh, mais vraiment, enfin, je vois pas des différences fondamentales. Euh, mais j'en vois un petit peu sur ce versant-là, tu vois, un peu moins tête brûlée, un peu moins excessive. Maintenant, ça reste une règle générale et il y a quand même des cas particuliers qui vont déroger donc à la règle, quoi. Hmm. Oui, bon ça Ouais. après que ce soit homme ou femme, les cas particuliers, oui, ils sont Ouais. légion. Ok, ouais. Et si tu avais alors, petite dernière question pour finir, tu vois, en plus on est à 1h00, donc on aurait voulu le faire, on n'aurait pas réussi. Si tu avais un conseil à te donner à toi-même, 10 ans en arrière, un truc qui t'aurait permis de gagner du temps, tu vois. Un conseil pour moi 10 ans en arrière. Franchement, je sais pas. Je sais vraiment pas. 10 ans en arrière, j'avais 28 ans, donc clairement, non, parce qu'en fait, à cette époque-là, je pense que, T'étais à fond dans les diplômes là, non? ben non, parce que j'avais déjà, en fait, à 28 ans, si tu veux. Donc, en fait, il y a 10 ans donc en arrière, j'étais quand même relativement similaire en termes de pensée. Enfin, j'ai pas eu un gros changement. Par contre, si tu me dis 20 ans en arrière, là, ouais, je te dis, il y a une grosse différence, c'est que 20 ans donc en arrière, j'aurais foncé encore beaucoup plus que ce que j'ai fait là. Là, Ah tu ouais. vois, entre 15 ans et 20 ans, j'étais un peu frileux en vrai. J'avais peur de l'entrepreneuriat, j'avais peur de me lancer. Ah bah oui, tu Euh, m'étonnes. Tu vois, je sais pas. Alors que après, j'ai été moins frileux. Mais en arrière, finalement, c'est à peu près comme je suis maintenant, donc il n'y a pas trop de différence. Il n'y a D'accord. pas trop. Ouais, et si juste, enfin, je voulais rebondir sur ta question sur les femmes quand même, parce que là, enfin, donc j'y réfléchis et il y a quand même donc une différence. Euh, Je les trouve quand même Plus quoi? plus studieuses. Ah Quand une ouais. femme est là à moi, si tu veux, et que je lui fais donc un planning, elle respecte vraiment. Elles Ah sont ouais. très très cadrées, elles sont très respectueuses, enfin, du projet, alors que j'ai pas mal de mecs en fait, ils prennent un coach, mais finalement, bah, il y a plein de séances qui pètent ou ils respectent pas Ah le ouais. planning. Ouais, je trouve qu'il y a une vraie différence entre les sexes sur ce versant-là. Ouais. Ah oui, Là, par les exemple, athlètes féminines, tu vois, le Nolio, il est bien rempli. T'as le smiley, la note sur 10, t'as tout ce qu'il faut. ouais, ouais, c'est exactement ça, tu vois. Là, enfin, j'ai réfléchi, tu vois, puis je pense aux femmes que j'ai en suivi. Eh ben, il y en a pas une, tu vois, pour laquelle je me dis, ouais, c'est un peu brouillon ou elle respecte pas, tu vois. Hmm. Alors que les mecs, là, et deux, trois qui me viennent donc à l'idée, sont même donc à l'idée, qui clairement, enfin, il y en a à des moments, ils respectent pas, quoi. Ouais. Après, enfin, c'est pas un problème en soi. Mais par exemple, ils font péter, ils font pas ce qui est prévu, ils font un peu plus comme, alors que les femmes et plus respectueuse du projet. Hmm. Ah ouais, j'ai un ami entraîneur qui m'avait dit aussi de temps en temps, donc j'étais avec lui un week-end, puis il faisait les plans d'entraînement, tu vois, pour que l'athlète ait ce qu'il faut le lundi. Et à un moment donné, il remplissait le plan d'entraînement d'un athlète, puis il me dit, Ouais, bah je sais pas, je mets des séances un peu au hasard parce qu'il me fait aucun retour. ouais, ouais. Donc ça, tu vois, j'ai donc avec des mecs, mais jamais donc avec des femmes. Eh ouais, Ouais. d'accord.
Bon bah Florian, si tu devais donner le mot de la fin là, si il y avait quelque chose, tu vois, que j'avais oublié de te demander, qu'est-ce qui te viendrait en tête? Oula, je sais pas trop. À un moment donné, je t'ai coupé la parole, tu t'es dit tiens, je voulais ajouter quelque chose, non? Non, enfin, je pense que ça a été relativement donc exhaustif. Je sais pas, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas trop d'idées comme ça. Suivez-moi Enfin, sur Instagram. Ah non, t'aimes pas ça. non, enfin, je sais pas trop. Ouais, rien de vraiment spécial, je sais pas. D'accord, bah Et écoute, je vais te remercier Florian pour ton temps, hein, parce que t'as quand même passé plus d'une heure avec nous pour nous parler de l'entraînement. Donc t'es le premier, tu seras le pionnier, voilà, tu seras le numéro un sur le Nolio Podcast et on va voir ce qu'il en découle pour la suite. Bah, je te remercie Florian, puis je te souhaite une bonne journée. eh ben, je vous remercie à vous. Salut, ciao. Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut.